TV, bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, nous avons toujours le plaisir, tous les vendredis, de venir sur ce plateau, discuter, analyser, commenter les faits séants ayant marqué l'actualité politique, économique et sociale de la semaine. Au milieu donc de ce numéro, nous avons choisi de parler de deux sujets assez importants à nos yeux. L'un, c'est donc le statut du chef de l'opposition qui a été agité récemment et qui commence à faire d'ailleurs son bonhomme de chemin dans toutes les chapelles politiques. D'ailleurs, récemment, le député Mamadou Lamine Diallo a fait une révélation sur un peu à lever un point du voile sur ce statut de chef de l'opposition. Il a indiqué que le président Macky Sall était en train de préparer un pactole de 2 milliards qui devrait constituer la caisse noire de celui qui s'est désigné comme chef de l'opposition sénégalaise. Alors, depuis lors, donc, on se pose plusieurs questions sur quels critères devra être désigné, devrait élu, comment, est-ce qu'il sera désigné suivant l'ordre de celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle, ou bien celui qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, ou bien sinon tout autre critère, en tout cas, qui sera discuté au sein de la classe politique. Nous avons aussi évoqué un autre sujet assez important aussi, c'est cette rationalisation. Vous avez entendu certainement le chef de l'État prendre certaines mesures concernant le train de vie de l'État, notamment certains ministres, DG, chauffeurs, jusqu'à son chauffeur. Il a décidé tout simplement donc d'annuler ou d'éliminer en tout cas certaines dépenses, notamment en téléphonie, et donc a décidé d'allouer certains montants allant de 300 000 à 25 000 francs à certains fonctionnaires ou certains ministres, DG, ministres du Conseil, etc. Alors, une mesure qui a fait sourire certains Sénégalais qui estiment que 300 000 quand même pour un ministre, c'est assez trop pour une facture téléphonique. Nous avons donc le plaisir de discuter sur ce thème-là avec deux hommes politiques. L'un, c'est M. Dr Abdoulaye Diouf. Il est le secrétaire général de la CPGE. La CPGE, c'est la Convergence patriotique pour l'équité et la justice, NAILER. Il est membre de Benno Bokk Yakaar. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Georges. Avec vous sur ce plateau, nous avons aussi le plaisir de recevoir M. Mamadou Dieng. Il est le président du mouvement Arc-en-Ciel, membre donc de l'opposition. M. Dieng, bonsoir. Bonsoir, Georges. Alors, je commence par vous, docteur. Le statut de chef de l'opposition, vous l'avez entendu. Alors, comment devrait-il être fixé pour désigner cet réélu? Merci d'abord, Georges. Je vous remercie vraiment par rapport à l'opportunité effectivement que vous donnez. Et en même temps aussi, je salue tous nos militants de la CPGNL, particulièrement ceux de Thiès, et aussi le président de notre coalition, l'honorable député Demba Diop Sy. Mais là aussi, je voudrais d'abord mettre l'accent sur un fait. Parce qu'une information a été plus ou moins distillée par Mamadou Lamine Diallo, fixant un certain nombre de montants. Au moment où les gens actuellement sont effectivement en train de faire ce qu'on appelle le dialogue. Et quand on parle de dialogue, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de postulats, de préalables que les gens posent, et qui arrive effectivement à travers un consensus, pour ne pas dire un condominium, dans le but de pouvoir avoir ce que l'on appelle des consensus forts. Et donc, parler aujourd'hui, effectivement, du statut du chef de l'opposition, et jusqu'à avancer un montant de vraiment 2 milliards, ne pas faire une sortie légitime. Et moi, je pense que en matière de politique, il faut que nous soyons véritablement des gentlemen. En quoi faisant? D'abord, le chef de l'opposition, mais c'est une institution. Mais d'abord, pour régler ces questions, il faut voir à partir de quels critères, et ces critères doivent faire l'objet d'un large consensus entre tous les partenaires du landerneau politique. Justement, c'est ces critères-là. Selon vous, quels devraient être ces critères? Il y a raison pour laquelle on a déjà lancé un dialogue national, et en fonction de ce dialogue, voir exactement qui doit être le chef de l'opposition. Est-ce que c'est la force politique qui a le plus de nombre de députés à l'Assemblée nationale, ou bien est-ce que c'est le candidat qui est arrivé en seconde position durant les dernières élections présidentielles? Et pour ne pas court-circuiter le processus en cheminant, il est question, voire d'ouvrir une brèche à partir du dialogue national, aller dans le sens de constituer tout le monde et d'arriver à avoir ce qu'on appelle ce consensus. Parce qu'en Angleterre, on a une image qui est similaire, ce qu'on appelle le Mousman. Ce n'est pas une image ou bien une personnalité qui a été créée ex nihilo, ex cathedra, mais ça a fait l'objet d'un consensus fort à partir duquel les gens arriveront effectivement à se reconnaître en lui. Parce que si on prend par exemple, par ricochet, ce qui se passe au niveau du landerneau syndical, à un certain moment, le gouvernement, pour pouvoir frapper fort et discuter bien, a fait ce qu'on appelle des préliminaires. À partir de ces élections, on est arrivé au moins à avoir ce que l'on appelle un lot de syndicats totalement représentatifs. Aujourd'hui, si on arrive à avoir un chef de l'opposition, à partir des critères réels, discutés et d'accord partis, le chef de l'État arrivera à avoir ce que l'on appelle
un partenaire réel dans ce domaine, qui est en mesure de poser les questions nécessaires pour l'avancement des conditions matérielles et morales des Sénégalais, mais qui aussi en contrepartie, s'il y a des choses à faire, des choses qui sont bonnes, aussi essayer de faire ce qu'on appelle l'union sacrée avec le pouvoir. Mais malheureusement, moi j'ai une crainte par rapport à cette chef de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, les partis politiques fleurissent, ou bien il y a une floraison de partis politiques. 280 environ. Plus que 280. Et ce qui est grave, ce qui est dangereux, actuellement, c'est qu'en quelque sorte, au Sénégal, il y a vraiment une nouvelle, disons, trouvaille au sein des hommes politiques. C'est le fait d'avoir ce qu'on appelle les entrepreneurs politiques. Ceux qui font de la politique une profession. Ceux qui sont dans le farniente, qui attendent effectivement des situations pareilles pour pouvoir s'y engouffrer dans le seul but de se remplir la besace et les poches au grand détriment du peuple sénégalais. Alors que nous, la vision que nous avons de la politique, c'est une vision sacerdotale. C'est une vision qui consiste à abréger les souffrances des Sénégalais, à travailler pour des conditions meilleures à ces Sénégalais, qui trinquent quelque part dans mon village natal à Kermounou ou bien à Tilmakombakol, et qui a besoin d'une thérapeutique pour pouvoir effectivement sortir dans la léthargie dans laquelle effectivement il est. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette information a été fuitée par Mamadou Lamine Diallo, et en quelque sorte, c'est pour créer l'effet de rejet, alors que le chef de l'opposition dans les grandes démocraties, c'est une institution. Et pour une institution, il y a un budget. Mais tout ceci doit être discuté d'accord. Oui, mais docteur, c'est pas Mamadou Lamine Diallo peut-être a fait fuiter le budget, c'est-à-dire cette caisse noire, supposée caisse noire. Mais le dernier référendum a consacré le titre de statut de l'opposition. Fondamentalement. Fondamentalement. D'ailleurs, tout à l'heure, je dis que dans les grandes démocraties, il y a toujours un chef de l'opposition qui, pour les questions de l'heure, les questions essentielles, est effectivement consulté par ce que l'on appelle le parti au pouvoir. Et son avis, dans des cas réels, est pris en compte par rapport au développement effectivement du pays. Mais il y a des questions où le chef de l'opposition, à travers un avis consultatif qu'il envoie à la mouvance présidentielle ou bien au chef de l'État, pourrait infléchir telle ou telle autre décision de ce qu'on appelle l'action gouvernementale. Raison pour laquelle le Sénégal, avec cette tradition de démocratie, le Sénégal, avec toute cette intelligentsia qui tourne autour, nous avons besoin d'un chef de l'opposition effectivement fort qui permet, autant que faire se peut, au pouvoir en place de pouvoir créer un dialogue réel, parce que la politique n'est rien d'autre, ce qu'on appelle une affaire de gentleman, et il est question aujourd'hui qu'on puisse laisser de côté ces batailles crypto-personnelles, ce nombrilisme pour avoir des consensus forts, parce que les grandes démocraties ont besoin de ces consensus dans le seul but d'abréger la soif ou bien les difficultés de nos peuples qui aujourd'hui végètent dans la plaie et dans des conditions exécrables. Raison pour laquelle le chef de l'État, comme il le disait avec le fast track, est en train de faire le boucher double dans le but de régler ce problème-là. Mais pour faire un dialogue, il faut être deux, et je pense que l'opposition, ce ne sont pas des damnés, ce ne sont pas des gens fermés. Nous arriverons à trouver un consensus dans le seul but de pouvoir abréger les souffrances des Sénégalais et de faire bénéficier au Sénégal, notre cher pays, effectivement, qu'on appelle les dividendes de la démocratie. Merci. Alors, cher Mamadou Dieng, vous, selon vous, quels devaient être les critères sur lesquels on devait se baser pour désigner un peu le réélu, entre guillemets? Je commence d'abord par saluer mon contradicteur, M. Abdoulaye Diouf. Te saluer, aussi te remercier pour cette invitation et de saluer tous les téléspectateurs qui me reconnaissent. Je salue les membres également de l'opposition avec qui nous sommes engagés dans le dialogue. Ce dialogue qui tire en longueur, parfois vidé de sa substance. Ce dialogue, vous êtes parti pour un format difficile à comprendre parce qu'il y a le grand dialogue national présidé par le président Famara Ibrahima Sagna et il y a le dialogue politique présidé par le général Mamadou Niang qui travaille, qui avance, alors que le grand dialogue est encore resté sur les starting blocks. Semble-t-il, faute de moyens. Ah bon? Que les moyens n'ont pas les moyens de la mission. Quels moyens financiers? Les moyens de manière générale. Matériel, financier, les moyens de manière générale. On sait, quand un fonctionnaire parle, l'administration parle de moyens, on sait ce que ça signifie. Les moyens de pouvoir travailler. La police éco que nous avons. En tout cas, du point de vue du grand dialogue national qui nous a valu cette séance solennelle présidée par le président de la République lui-même, en présence de M. Famara Ibrahima Sagna et tout le landerneau
religieux et même les griots, tout le monde était là-bas, toutes les couches de la société qui ont eu droit à la parole. Donc nous sommes encore en attente de voir le démarrage de ce grand dialogue. Mais en attendant, nous avançons avec le petit dialogue. Le dialogue politique. Contrairement à mon ami Diouf, je ne pense pas que Mamadou Lamine Diallo ait violé un quelconque secret. Parce que déjà, le chef de l'opposition et son statut figurent bien dans la Constitution. Je pense que c'est pendant le référendum. Oui, ça figurait en bonne place. Voilà, donc, au cours du il a parfaitement raison de l'évoquer. Deuxièmement, dans les objectifs spécifiques que nous examinons au niveau du dialogue politique, la commission cellulaire politique, le statut du chef de l'opposition existe bel et bien, et nous l'avons évoqué hier, entre autres points. Donc le bulletin unique, bon, ça nos amis ne veulent pas en entendre parler. Le parrainage qui vous a valu tous ces déboires, également ils ne sont pas très chauds peut-être à en parler. Et nous sommes d'accord un peu sur l'élection du maire et du président du conseil régional au suffrage universel direct. Quand vous dites nous sommes d'accord, vous parlez de l'opposition, vous parlez je parle de l'opposition et il y a trois partis. Hein. Oui. Il y a la majorité, donc conduite par conduite par Benoît Sambou. Oui. Il y a le pôle des non-alignés. Tiens, des non-alignés. Bien que parmi les non-alignés, certains avaient voté Macky Sall. Maintenant, dans le dialogue, ils ont dit non-alignés. Ils ont leur pôle. Conduit par, je pense, mon ami Déthié Faye. Il y a notre pôle de l'opposition qui est conduit par notre jeune frère, le jeune député Déthié Fall. Il y a la société civile, donc avec les Nying, etc., qui sont présents, et les différentes institutions, Sénat, etc. Donc voilà un peu le format. Donc quand je dis nous, c'est tous ces gens-là qui sont réunis, qui se réunissent 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Je pense que nous sommes à notre 17e procès verbal de réunion. Hein? Donc voilà. Donc c'est des questions qui ne tombent pas du ciel, hein, que nous sommes en train d'évoquer, que nous sommes en train de traiter, mais de façon très laborieuse. Parce que ce qu'on a, les gens que nous avons en face, véritablement n'en veulent pas. Donc c'est des gens qui essaient, qui nous conduisent, qui nous mènent un peu en bateau. Hein, les questions importantes, hein, ils nous disent oui, il faut créer une commission pour que, etc., alors que nous, c'était des points quand même essentiels. Le statut du chef de l'opposition. C'est un point essentiel. Un point essentiel, important. Oui. Quels sont les critères? Est-ce que c'est celui qui va venir second aux élections présidentielles? Si c'est le cas, il y a de grosses artilleries, de grosses écuries, de gros partis qui n'ont pas fait les élections. Est-ce qu'il faut les exclure? Un parti comme le PDS n'est pas venu aux élections présidentielles. Mais tout le monde connaît la taille du PDS dans le pays. Est-ce qu'ils seront là? Est-ce qu'ils vont faire partie ou ne feront pas partie? Il faut être pragmatique. C'est une grosse question déjà. Mais là, il faut aller être un peu plus direct. Vous avez dit que si c'est le cas, qui serait aujourd'hui le chef de l'opposition? Non, je dis les critères. Oui. C'est la difficulté de l'entreprise. Parce que nous n'avons pas eu des consensus pour aller aux élections présidentielles. C'est des gens qui ont fait un coup de force. Le parrainage, personne ne voulait du parrainage. Ils nous ont obligés de le faire. Les gens avaient dit, s'il y a un parrainage, nous on ne vient pas. Ils ont fait du matin. S'agissant du fichier électoral, il y a des gens qui ont dit que nous ne pouvons pas aller aux élections si nous ne savons pas ce qui est dans le fichier électoral. Ils ont refusé de nous donner. Ces gens-là ne sont pas venus. Donc si on avait, comme il a parlé de consensus forts, il semble que c'est un mot un peu maintenant à la mode d'ailleurs, si on avait des consensus forts avant d'aller aux élections présidentielles, avec les gros partis, les grosses artilleries alignées, là on aura des critères peut-être beaucoup plus simples à calibrer pour dire qui va être le chef de l'opposition. Ça n'a pas été le cas. Si je vous comprends bien, alors donc la dernière élection présidentielle ne peut pas être un bon baromètre pour définir le chef de l'opposition. Je pense, parce que déjà, pourquoi ça ne peut pas être un bon baromètre? Parce qu'effectivement, on a de grands acteurs politiques qui ne sont pas venus, comme le PDS. On ne peut pas ignorer. Si on veut vraiment avoir la paix sociale, la paix civile, hein, c'est des acteurs importants, hein, qui ne sont pas là. On ne peut pas faire comme si de rien ne s'était passé. Sur les 5 candidats,
en dehors du président Macky Sall, les 4 ont contesté les résultats, ils ont fait un livre blanc. D'ailleurs, s'ils ont appelé au dialogue, c'est pas parce que, comme il a dit, oui, le président est gentil, machin. Non, non, non. C'est les partenaires financiers du Sénégal qui ont obligé. Ils ont dit, attendez, on n'attend pas que le pays brûle pour que vous parliez. Tout le monde sait qu'il y a un problème. Il n'y a pas de grosse manifestation, mais ces gens ne sont pas contents. Ils ont fait un livre blanc. Donc, essayez de vous retrouver autour de certains critères pour que, quand même, qu'on puisse avoir la paix civile. Donc, nous sommes dans une situation hybride qui ne peut pas, à mon avis, dégager des critères objectifs pour dire c'est celui-là qui va être le chef de l'opposition. À partir de la dernière élection. On va faire du Wartan. On va faire du Wartan. Bon, parce qu'avec le Wartan, quand même, tout est possible. Bon, entre ceux qui assurent la majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'on dit qu'il y en a qui sont partis en coalition, il y a d'autres qui ne sont pas partis en coalition. Donc, le secrétaire là, du chef de l'opposition, si ça n'a pas de l'Assemblée nationale, est-ce que ça va être celui qui est parti seul? Dans ce cas d'espèce, ça va être les purs. Est-ce que c'est les gens qui vont partir en coalition? Oui, l'entreprise est compliquée. Si c'est les élections présidentielles, les 4 ont contesté les résultats. Tu ne peux pas contester les résultats et les accepter en même temps. C'est quand même contradictoire. Mais on va faire du Wartan. Comme nous, on a de la bonne volonté. Tous les matins, on vient. Même si le camp d'en face, nous, on sait tous les matins les dilatoires qu'ils font. Mais on ne se décourage pas parce que nous sommes des pacifistes. Nous espérons. Le président nous a dit il n'y aura plus de Ndjout Ndiaye. Bon, moi je ne suis plus candidat, donc vraiment à rien du tout. Donc on va se parler, on va définir des critères objectifs sans Ndjout Ndiaye. Ouais. Je crois que vous pouvez vérifier avec les... Nous le croyons. Moi, je crois que le président va dire va faire ce qu'il a dit. Donc nous venons avec le cœur léger, avec toute la bonne volonté du monde pour qu'on s'entende sur ces critères-là. Mais aussi, il faut quand même qu'on se hâte un peu. D'accord. Alors, docteur Diouf, est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, comme il a dit, ce qu'il a dit est assez important, est-ce qu'on pourrait partir de la dernière élection présidentielle avec tout ce qu'elle a drainé comme contestation haute pour définir le statut du chef de l'opposition? Moi, tout à l'heure... En tout cas, si c'est le cas, si on se réfère à la dernière élection présidentielle, pour être clair et précis, ce serait Idriss Seck, le chef de l'opposition, puisqu'elle est arrivée deuxième après Macky Sall. Bon, mais moi, à l'entame de mon propos, c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai dit que ça doit faire l'objet d'un consensus fort. Parce que même si on parle aujourd'hui d'Idriss Seck, certains textes Idriss Seck d'avoir la coalition double XL. Combien de partis? La coalition double XL. Double XL. Non, c'est par rapport au nombre de partis et de mouvements, effectivement, qui avaient soutenu sa candidature. Mais la coalition Benno Bokk Yakaar était plus bien sûr. Non, il a raison, moi j'ai soutenu la candidature d'Idriss Seck. Non, la politique était comme ça. Même Wade, qui est arrivé au pouvoir, il y avait la CAP 21. Coalition dans laquelle moi j'étais membre à part entière. Qui comptait une centaine de partis. Non, bien sûr que 80 et quelques qui se réunissaient chaque lundi, le lundi de la CAP 21 au niveau de notre siège à Derklé, avec le professeur Iba Der Thiam. Donc là, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un certain nombre de critères pas préétablis qui doivent faire l'objet d'un consensus, et consensus à partir duquel tout un chacun puisse se retrouver. Parce que je pense que nous ne devons pas faire la politique en faisant de l'exclusive, d'exclure certains ou bien de favoriser certains. C'est la raison pour laquelle, moi je dis que l'idolâtrie n'est pas mon fort. Je n'ai pas dit parce que le président a le cœur gros, il est gentil. Non, l'idolâtrie n'est pas mon fort. Aussi, les débats ad hominem, ce n'est pas des débats que j'utilise souvent. Parce que d'abord, madame, avec le président de la République, pour faire un and naoulé. Pour que effectivement ce qui marche, je l'aide. Et notre parti contribue à ce que cela puisse marcher et continuer. Ce qui ne va pas, qu'on puisse attirer son attention sur ce qui ne va pas, pour qu'on essaie de trouver une thérapeutique, de pouvoir abréger les souffrances des Sénégalais et de l'aider aussi à avoir ce que l'on appelle, comme l'aurait dit Idriss Seck, une mention honorable sur les langues de la postérité. Nous ne faisons pas de politique Sokoto ou bien de la politique Sokoto ou bien de la politique, effectivement, qui n'est pas comme dénominateur commun le fait de pouvoir créer des situations commodes au Sénégal. Mais pire, c'est parce que, en quelque sorte, si j'entends qu'on dit que le dialogue est vidé de son sens, moi j'ai tressé et j'ai des problèmes. Je me dis que certes, est-ce que parce que dans le dialogue, il n'y a pas de gens qui ont créé le mouvement arc-en-ciel, qui ne s'y trouvent pas, qui pensent que le dialogue est vidé de son sens, un dialogue dans lequel les ténors de l'opposition sont là. Des gens qui ont eu à
faire des hauts faits dans le domaine de l'environnement politique. Sauf le PDS. Mais est-ce que je peux lui faire une précision pour ne pas... Non, j'ai dit... Juste une précision pour vous. Si vous voulez. Rapidement. Péremptoire. Arc-en-ciel est bien dans le dialogue. Très bien, donc c'est la raison pour laquelle... Non seulement je suis dans le dialogue présidé par le général Niang, mais j'ai été également le jour de la cérémonie solennelle d'ouverture présidée par le président Macky Sall. C'est pourquoi je pense que vous n'avez pas bien compris ce que je voudrais. Je voudrais dire que ce n'est pas parce que des gens sont dans le dialogue en créant au niveau de l'entité politique un certain mouvement appelé arc-en-ciel que le dialogue est vidé de son sens. Non, c'est comme ça que j'ai parlé, que le dialogue est vidé de son sens. Non. Moi, je pense qu'il y a des ténors. Des gens, moi, que je respecte personnellement, avec qui j'ai eu à faire l'opposition. Des gens qui ont eu à faire des hauts faits d'armes au niveau de l'opposition. Des gens qui sont battus corps et âme pour que le Sénégal puisse être une démocratie réelle. Des gens qui ont été matés, brûlés lors de la marche d'Adès. Des gens qui ont vécu la soldatesque Abdou Diouf avec le tour de précis qui aujourd'hui sont allés au dialogue. Parce que je pense que si nous voulons aujourd'hui construire un Sénégal fort, si nous voulons avoir un pays prospère, si nous voulons avoir un pays phare, nous devons avoir le courage, l'honnêteté de nous regarder droit dans les yeux, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, quels sont les problèmes, comment pouvoir situer nos responsables des uns et des autres, et à partir de cela, arriver à avoir quelque chose de consensuel. Le code consensuel de Kebambaye de 92 n'est rien d'autre que ce que l'on appelle une certaine volonté des uns et des autres capable de respecter ce qui a été dit, raison pour laquelle aujourd'hui le Sénégal, je touche du bois, est épargné de ces coups d'État et des conférences nationales qui faisaient légion dans les années 90. Et donc, je voudrais dire que par rapport à ça, je pense que je ne parle même pas de fuite. Ce que j'appelle fuite, ça veut dire que Maud Lamine Diallo a parlé de 2 milliards. Est-ce que de manière officielle, on a dit qu'on va donner 2 milliards au sein de l'opposition? Non. Et moi, ce que je veux dire, tout à l'heure, j'ai cité l'image de l'ombudsman dans les démocraties britanniques, et particulièrement en Angleterre. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Vous dites comment? L'ombudsman. Ombudsman, c'est pas la même chose que ombudsman. C'est du même. J'ai mis tout juste sur la comprends bien ce terme. Non, voilà. Donc, par rapport à ça... Mais c'est d'origine germanique quand même, hein? Non, c'est en Grande-Bretagne qu'on voit ça, comme l'ombudsman. Vous pouvez vérifier dans le... Voilà. Donc, et lui, il est doté, effectivement, c'est une institution, d'un budget, d'un personnel capable de régler les problèmes. Et tout à l'heure, j'ai parlé des syndicats. Aujourd'hui, comment l'État est arrivé aujourd'hui à pouvoir négocier rapidement et en gagnant du temps? C'est parce qu'on a regardé, on a vu quels sont les syndicats les plus représentatifs, et à partir de cela, on a ce que l'on appelle des partenaires réels, loyaux pour pouvoir faire le dialogue. Moi, je me dis que s'il y a des choses qui fonctionnent, j'écris hurrah. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, nous ne faisons pas de djeboul. Nous attirons l'attention des décideurs, nous attirons l'attention des chefs de l'État sur ça, parce que nous voulons que demain, qu'ils ne soient plus omnibulés par la victoire, mais par la gloire. Raison pour laquelle nous, dans notre compagnonnage, c'est un compagnonnage où nous ne fermons pas les yeux comme on a envoyé de naissance, mais c'est un compagnonnage où nous attirons l'attention sur ce qui ne fonctionne pas. Mais s'il y a des choses qui fonctionnent, s'il y a un dialogue capable de nous faire éviter les problèmes qu'on a eu à traverser durant les dernières élections, moi je pense que toute sensibilité politique doit y prendre part. Et le PDS, en y prenant part, moi c'est la mort dans l'âme. Parce que moi j'étais moulé à la sauce du PDS. En 78, j'étais déjà dans le PDS. En 80, j'étais membre du CLC-PDS, le comité de liaison communal à Thiès. Je dis que ce serait dommage, ce serait dramatique que le PDS ne puisse pas pouvoir participer au dialogue. Je pense que le train de l'histoire a déjà pris son départ et il n'est pas trop tard pour le PDS de pouvoir, ne serait-ce qu'à une gare ou autre, pouvoir arpenter ce train et apporter sa pierre à la construction de l'édifice. En vous écoutant tous les deux, j'ai l'impression que ce ne sera pas très facile de déterminer le statut du chef de l'opposition. Ah ben, bien entendu. En fait, j'ai lu tout à l'heure un analyste politique, pas un analyste politique, mais plutôt un expert électoral, dire que dans un régime présidentiel, alors le tour est joué, c'est que c'est celui qui arrive le deuxième à la présidentielle. Et nous, au Sénégal, on semble être dans un régime présidentiel, n'est-ce pas? Non, dans un pays normal. Oui, le Sénégal est un pays normal. Il a parlé du... Je salue au passage Demba Diop Sy. Oui. Qui m'a un peu accompagné au début de l'aventure de Arc-en-Ciel. Je lui passe mon bonjour et mes amitiés. Vous avez parlé du code consensuel de 92 de M. Kebambaye. Mais ces gens-là, vos amis, parce que vous êtes dans la coalition, mais vous l'avez dépouillé. Moi, j'ai dit au ministre de l'Intérieur, le dialogue, le volet politique, parce qu'il y a eu la première commission dialogue politique présidée par Aly Ngouille Ndiaye,
et le dialogue national présidé par le président de la République, M. Macky Sall. Ça, c'est le côté un peu parfois un peu particulier de notre aventure. Alors, quand il a fait la cérémonie officielle, solennelle d'installation du dialogue politique, sur lequel on a évoqué tout à l'heure, je lui dis, monsieur le ministre de l'Intérieur, si vous avez enlevé tout ce que vous avez ajouté au code consensuel de 1992, tout de suite, il faut tout arrêter, on est d'accord. Si vous avez enlevé tout ce que vous avez rajouté sur le code électoral, après 2012, c'est le code qu'il a élu Macky Sall. Si on était revenu en ça, en le dépouillant de tous vos rajouts, tout ce que vous avez rajouté par la suite, il n'y a plus à dialoguer, on est d'accord. Donc ce qui se passe dans ces pays-là, pourquoi c'est facile à faire, c'est que ces gens-là, ils sont mis autour d'une table, ils ont discuté. En naoulé, comme il dit Andou Naoulé. On est d'accord sur des critères et des consensus. On est parti au combat, c'est lui qui a gagné. On sait que c'est lui qui a gagné, c'est lui qui a perdu, c'est qu'il a perdu. On continue. Parce que c'est ça aussi le sens de la démocratie. Et tout de suite, la démocratie aussi. Et tout de suite, celui qui arrive le deuxième aussi, c'est lui le chef de l'opposition. La démocratie suppose aussi l'alternance. Si on n'est pas sûr qu'il y a l'alternance, il n'y a pas de démocratie. C'est un jeu de dupes. Oui, mais il y a l'alternance au Sénégal. Non, je veux dire, non, avec ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas de démocratie. On a vu d'ailleurs comment ils ont déclaré les résultats à, je crois, à 23 heures, machin. On a dit, oui, je pense qu'on a gagné, le président a gagné à 58, machin. On a envoyé le Premier ministre qui a hésité, à la suite, etc. Ça ne s'est pas quand même passé comme ça. En 2012, déjà, à 20 heures, Abdoulaye Wade savait qu'il avait perdu, il a félicité Macky Sall. Macky Sall savait qu'il avait gagné, parce que les jeux étaient très clairs. Quels que soient les combats, et en 2012, il y a eu des combats âpres, mais l'opposition n'a jamais douté pour aller aux élections. Parce qu'il savait que le fichier était fiable. Il savait que le code électoral était bon. Et les résultats l'ont prouvé. Nous, en 2019, on est parti aux élections, on savait qu'on allait perdre. Vous avez dit Abdoulaye Wade. Nous, on l'a rencontré, il nous a reçus. Moi, je n'étais pas d'accord avec lui, j'ai pris la parole. Moi, je parle à la télévision, les gens m'entendent. On était après une vingtaine ou une trentaine autour de lui. Tout le monde a parlé, il a écouté tout le monde. Jusqu'à 11h30, on était là. Il a dit, moi, j'y vais pas, parce que c'est perdu d'avance. C'est une victoire électronique. Chacun a dit ce qu'il pense. Moi, je lui dis qu'on va y aller. Et je pense qu'on a des chances, on a échangé. Mais l'histoire nous a rattrapés, il nous a donné raison. Donc, c'est parce que les règles du jeu ne sont pas claires. C'est parce que les acteurs politiques, en tout cas qui sont dans l'opposition, ne voient pas de perspective d'alternance. Retiens bien ce mot. S'il n'y a pas la conviction que l'alternance est possible, il n'y a pas de démocratie. Les gens ne sont pas là pour jouer. Nous, on va aller aux élections, on savait qu'on allait perdre. Eux-mêmes, ils ont dit, parrainage, il y aura 5 candidats. Il y a eu 5. Comment ils ont fait pour savoir? Bulletin unique, on a dit bulletin unique. Ils ont dit non, bulletin unique fiable. Demain Tunisie, t'appelles bulletin de vote Tunisie sur Google, sur YouTube. Vous allez voir les bulletins qu'ils ont, la page qu'ils ont, avec les photos. Tu regardes, tu coches. C'est tellement simple. Et un pays qui est quasiment en guerre, qui arrive à avoir un jeu démocratique apaisé, limpide, clair. Donc, tout le problème, toute la difficulté de ces gens qui ne sont pas venus, qui nous disent que vous allez dialoguer, ça n'aboutira à rien. Nous sommes au 17e procès verbal. Donc, 17 rencontres. En tout cas, moi, il y a sur un seul point qu'il y a eu un consensus, c'est le vote l'élection du maire au suffrage universel et direct. du président du président du conseil régional au suffrage universel direct. Parce que ce qui s'était passé, c'est que les gens faisaient la campagne pour le maire, mais tu ne sais pas qui va venir. Nous, aux HLM, j'étais comme du conseil municipal aux HLM. Quand nous, on se battait sur le terrain, là, en train de chercher des militants à mettre notre argent et à on avait des gens qui étaient là en train de faire des combinaisons. Donc, quand on s'est battu, on a notre liste à gagner. On a vu un maire qui est arrivé, qui sort d'on ne sait où. Parce que quand les gens faisaient les combinaisons, ils le font sur le dos de la population. Donc c'est pourquoi quand on a proposé que maintenant, pour aller aux élections, pour le maire, pour l'élection maire, il faut que les gens savent, est-ce que c'est Georges qui vient ou si c'est Mamadou Dieng qui vient. Si c'est Georges qui vient comme maire, moi je ne veux pas que Georges ne soit mon maire, je ne voterai pas pour la liste. Au moins il y a de la lisibilité. Donc au moins ça, c'est un acquis important. Mais en dehors de ça, le bulletin unique, le fichier électoral, le statut du chef de l'opposition, toutes ces questions-là, on est en train de tourner en rond. Si vous voulez la vérité. Donc voilà
Alors, je vais vous poser la même question, docteur Abdoulaye. Alors là, on est parti, il le dit, il y a sur toutes les questions qui sont en train d'être débattues au sein de ce dialogue-là, il n'y a qu'un seul point où on a eu un consensus, c'est l'élection du meilleur suffrage universel. Mais le statut du chef de l'opposition qui fait le bruit, parce qu'il y a quelque chose derrière, il y a comme vous l'avez dit, il y a le statut, donc avec tout ce qu'il y a comme privilège et autres, qui fait que ça aiguise des appétits. Alors donc, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce débat-là? Ah, bien sûr. Nous, en politique, on est toujours optimiste. Parce qu'il a soulevé des questions, quand même assez importantes. J'y réponds. Parce que le problème de fond, c'est parce que quand on est allé à une élection, quand on est allé à l'élection et puis l'élection est contestée, tout le processus a été contesté, on ne peut pas se baser sur cette élection-là pour désigner un chef de l'opposition. Il est libre à qui que ce soit de se trouver en plein midi d'été, de bander les yeux pour dire qu'il se trouve en plein hiver, seulement personne ne se trompera. Parce que ce que le doyen est en train de dire, ça n'engage que lui, ça n'engage pas l'opposition en tant que telle. C'est les gens sur quel point? Quand vous dites que nous sommes actuellement partis au dialogue et que pour le moment, en dehors effectivement de ce qu'on appelle du statut du truc de l'opposition, jusqu'à présent les gens ils tournent autour ni pour le bulletin unique et autre chose. Mieux, tout ça. C'est dans la presse. Donc vous ne lisez pas la presse? Non, attendez, ça m'a fait tiquer. Ce qui m'a fait tiquer, ce qui m'a fait tiquer en vous entendant. Ce qui m'a fait tiquer tout à l'heure. Quand vous dites que l'opposition est convaincue qu'il n'y aura... Non, c'est grave. C'est l'opposition est convaincue. Et convaincue qu'il n'y aura pas d'alternance, ça c'est grave. Ça c'est extrêmement... Et le Sénégal est l'un des rares pays au monde, l'une des plus grandes démocraties, où à partir de 7 heures, on ouvre les bureaux de vote, voire 8 heures. À partir de 18 heures, 19 heures, on ferme les bureaux de vote, sauf dans certaines zones qui avaient besoin d'une certaine prolongation. Et que déjà à 19h30, 20h, les résultats sont publiés par les médias audiovisuels et que les gens arrivent à travers ce chiffre brut qu'on a à pouvoir au moins se faire effectivement ce que l'on appelle un nom ou bien un nombre de pourcentage. Là, c'est tout à fait clair. Donc, je dis que moi, je ne crois pas à ce que l'on appelle des combinés au niveau des élections. Vous êtes libre? Non, attendez-moi. Parce que aussi, on ne peut pas vivre tout ce que l'on a vécu. Tout le monde se rappelle de ce qui existait auparavant. Il n'y avait pas le passage obligatoire à l'isoloir. Là où le commerçant du quartier, le chef de village du quartier, comme un Mogonaba tout puissant qui était là, et les villageois étaient obligés de pouvoir voter pour lui montrer qu'effectivement il vote pour le candidat qu'il supporte. Ce qu'on appelle le vote de fang. Non, je vous en prie. Il n'y avait pas... Je faisais partie des tranchées. Je vous en prie, j'étais dans les tranchées. Non, quand on dit qu'il n'y a pas d'alternance, il y a problème. Il n'y avait pas... Non, attendez. Non, je vous en prie. Il n'y avait pas ce que l'on appelle l'encre indélébile. Et l'histoire, le feuilleton de Francis Patengue résonne toujours dans nos oreilles. Lui qui était un journaliste étranger, qui était venu, qui a voté plus de 7 reprises pour montrer que notre système électoral n'était pas fiable du tout. Moi, je dis que le combat que l'opposition doit mener, et ça doit être un combat d'avant-garde et non un combat d'arrière-garde, c'est d'aller à ce dialogue. C'est les problèmes-là qui sont restés. Le PDS n'est pas parti au dialogue. C'est pourquoi je dis que j'ai la mort dans... Vous parlez du PDS, mais vous écoutez, je dis que j'ai la mort dans l'âme, parce que je connais la valeur intrinsèque du PDS. Je vous en prie, je sais ce que le PDS peut apporter. Donc, c'est la raison pour laquelle je voudrais dire, et qu'en allant à ce dialogue, de faire pression, de faire compter jusqu'à ce que ces points-là qui sont restés en suspense, au finish du dialogue, qu'effectivement tous les points puissent faire l'objet d'un consensus. Mais c'est ce que nous faisons. Je vous dis que nous sommes à notre 17e... Mais maintenant, quand vous me dites qu'on ne croit pas à l'alternance, mais je dis que ça, c'est de faire une sortie légitime. Non, je vais clarifier un peu. Non, voilà, c'est clarifié. Ça, c'est de manière générale. Je dis... Mais c'est grave, ça. Dans un jeu politique, s'il n'y a pas une perspective claire d'alternance, il n'y a pas de démocratie. Non, la perspective est claire. Attendez. Oui. Ce que je dis, c'est très clair. Non. Si quand même. Si on n'avait pas les rajouts sur le code de Kebamay. Mais les réformes déconsolidantes étaient l'œuvre d'Ablaye Wade, nom de Dieu. Attendez. Non, quand on parle des rajouts, le PDS en a fait. Non, il y a eu des rajouts. Le code électoral, il y a eu des rajouts. Oui, mais le PDS en a fait. Le fichier électoral, vous avez parlé de langue indélébile, etc. Oui. À l'époque, oui. Ça c'est il y a Mathusalem. En 2019, l'enjeu c'était quoi? C'était l'accès au fichier électoral pour avoir l'identifiant, pour pouvoir avoir un système de parrainage fiable. Même les gens parlent de biométrie. On n'a pas accès
au fichier électoral pour avoir les 12 chiffres de l'identifiant. Le moment, on a débattu ici. Non, le moment ce qui s'est passé, c'est que ces gens se retrouvent avec 60 000 parrains supprimés. Non, mais non. Parce qu'ils n'avaient pas accès au fichier électoral. Non, le débat a changé. Non, le raisonnement là est léger quand même. Le professeur, je pense que non, le raisonnement est trop léger, doyen. Le raisonnement est léger. Je pense que le raisonnement est léger. Non, ça me fait mal. Non, il faudra éviter quand même de faire preuve de réduction et de faire preuve de raisonnement. Mais il y a des reculs démocratiques. Non, le raisonnement est trop léger. Mais pourquoi il y a eu contre ce dialogue? Il y a eu 2 dialogues. Non, pourquoi c'est pas que vous ignorez que l'essence de la démocratie, c'est le dialogue. Ouais, professeur, voilà ce que vous ignorez. C'est difficile de faire un débat. Non, c'est ce que vous ignorez. Attendez, oui, donnez-moi la parole. Professeur. Mais c'est grave. Il y a eu 2 dialogues et une concertation. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Mais vous pensez que chaque fois qu'il y a un problème? Il y a eu d'abord un premier dialogue convoqué par le président. Mais c'est extraordinaire. À la présidence de la République, là où Léon Marsar était venu, nous on avait boycotté. Il y a eu les concertations à la veille des élections. Moi j'y étais au ministère de l'Intérieur. On s'est battu comme de beaux diables, on a même boycotté. Ils nous ont imposé le parrainage. Mais c'est ça. On n'était pas d'accord. Mais c'est extraordinaire. Ils ont fait. Il y a pas de question. Mais je vous dis que l'essence de la démocratie, c'est le dialogue. Le parrainage, c'est le nouveau. Non, l'essence de la démocratie, c'est le dialogue. Oui. L'exception des dialogues ne doit pas guider ce que l'on appelle les grandes démocraties. Raison pour laquelle je dis qu'il y ait un ou 2 ou 3 dialogues, cela ne veut pas dire que les choses ne sont pas claires. Je dis que en politique, il faut que nous soyons des gentlemen. Qu'est-ce qu'on appelle des gentlemen? Des gens capables. Mais il y a des gens qui ont boycotté les élections qui n'ont pas participé. Normal. Vous disiez que vous décidez que le PDS ne soit pas. Vous êtes quand même en contradiction. J'ai dit que par rapport au point. Ce dialogue-là, Mamadou Lamine Diallo n'est pas venu. Amsatou Sow Sidibé n'est pas venu. Hirondelle ne fait pas le printemps. Ah non, il y en a 2 déjà. Non, Hirondelle ne fait pas le printemps. Je vous dis qu'il y a des forces de l'opposition, des gens qui ont eu à faire la génération 68, des gens qui sont bâtis corps et âme, des gens dont j'en suis convaincu. Ces gens sont à la retraite. Il faut arrêter de parler de 68. Pourquoi vous parlez de retraite? Pourquoi vous parlez de retraite? Alors que pour les plus grandes manifestations de l'opposition, ceux qui étaient au devant de la scène, ceux qui réclamaient qu'il y ait plus de démocratie, ceux qui réclament qu'on arrête les arrestations, vous osez dire qu'ils sont à la retraite. Si vous osez le dire, je pense que les gens de l'opposition vous apporteront exactement la réponse. Je me mets à l'aise, professeur. J'ai été de tous les combats. Ça qu'à demander à ces gens-là. Il n'y a pas une seule manifestation, une seule marche, manifestation autorisée ou interdite. D'ailleurs, le président Wade m'a dit que tu es en train de faire une grande erreur parce qu'une manifestation interdite n'existe pas. On doit faire une déclaration simplement de manifestation, mais il ne faut pas parler de manifestation interdite. Mais moi, quand on m'envoie des policiers pour me gazer, pour moi, la manifestation elle est interdite. Vous ne pouvez pas citer un seul, et je parle, les gens m'entendent, les Lamine Diallo, tous les gens que tu veux. Il n'y a pas une seule manifestation. C'est la personnalisation qui m'a gêné. Non, moi, c'est pas. Je vous dis, moi, je suis dans les. C'est la personnalisation qui m'a gêné. Pour revenir à nos moutons, chers. Alors, là, est-ce que vous ne pensez pas que cette question de statut de leader de l'opposition n'est-ce pas de créer des problèmes, une division au sein de la classe politique, notamment au sein de l'opposition à laquelle vous appartenez? Forcément, parce que quand on dit qu'il y a 2 milliards, bon, d'abord le président, lui, je pense qu'il a 8 milliards. Bon, on dit que bon, pour le chef de l'opposition, parce que le pactole existe des appétits, donc forcément, ça va déchirer l'opposition. Donc, ça, évidemment, bon, avec le cabinet Moudamé, forcément, il y aura des... Mais moi, je compte sur la sagesse et la clairvoyance des gens. De l'opposition. Oui, parce que nous sommes d'abord les premiers concernés. Ensuite, la loyauté aussi de nos amis de Benno Bokoyaka, que représenté ici par Abdoulaye Diouf. Oui. Parce que c'est des spécialistes du Ndjout Ndiac. Il crée des situations pour jaser les gars là entre masses. Mais nous, on va être vigilants. Nous, moi je vous dis, on analyse, nous sommes des intellectuels. Donc, on ne peut pas raisonner comme peut-être le citoyen lambda. Moi, je suis dans le dialogue et je te dis, hier, pas plus tard qu'hier, j'étais encore au dialogue. Mais ça n'empêche que je suis un homme libre et surtout libre. Si. Quand ça ne marche pas, je dis ça ne marche pas. Très bien. C'est ce que nous faisons aussi. Mais s'il m'entendait, s'il m'avait bien suivi, est-ce qu'on n'allait pas se barrer au milieu de la réunion, comme on l'avait fait quand ils nous avaient mis le parrainage? Quand les Benoît Sambou et la fille Yann Zahra machin sont venus nous apporter le parrainage,
Amsatou Sow Sidibé, dont personne ne peut douter de la pertinence et de ses analyses, avait dit parrainage zéro. Nous ne voulons pas de ce parrainage. Quand ils ont insisté, nous nous sommes barrés au milieu de la réunion. Donc ça aussi, on n'hésitera pas encore à le faire une fois de plus. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que nous sommes en train de discuter de l'ensemble de ces points. Le dialogue n'est pas bloqué, n'est pas arrêté. Loin s'en faut. Mais on est en train de faire le point. Je dis, nous n'avançons pas comme nous l'aurions souhaité. Et la faute, c'est le camp d'en face, ce sont vos amis. Non. Parce qu'ils ne sont pas sincères dans leur façon de traiter des questions essentielles. La sincérité n'est pas un fonds de commerce colporté par l'opposition. Voilà des gens de propos. Voilà des gens de conception qui risquent de plomber le tout. Ça pose problème. Pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas sincères? Sur quoi vous vous basez? Vous, de l'opposition, vous avez intérêt à faire attention. La sincérité n'est pas un fonds de commerce qui est le prototype de l'opposition. Qui est le prototype de l'opposition. Vous dites qu'ils ne sont pas sincères et qui sont au niveau de la table de négociation. Ils n'ont jamais été sincères parce que quand vous mettez le parrainage, ils nous ont appelé à discuter, à être d'accord sur ce qu'on appelle les consensus forts. Quand nous n'avons pas été d'accord sur ça, ça ne nous a pas empêché d'imposer ce qu'ils ont voulu. Est-ce que vous craignez le faire plus tôt et ne pas nous faire perdre du temps? Oui, monsieur Gué, est-ce que vous craignez pas content, j'y peux rien. Est-ce que vous craignez aujourd'hui qu'on vous impose quelqu'un comme étant le chef? On décide. Non. On décide. On ne peut pas vous l'imposer. C'est ouvert. C'est ouvert. Je pense qu'il y a des gens suffisamment responsables pour veiller à ce que qu'on ne nous impose pas des situations peut-être que nous ne maîtrisons pas. Mais ce statut de chef de l'opposition, déjà vous-même, toi-même, tu as tiré sur Mamadou Lamine Diallo, en demandant même si ces chiffres-là est-ce que le tien. Mamadou Lamine Diallo, quand même, c'est quand même quelqu'un de responsable. Dans la presse, toute la semaine, on en a même évoqué hier encore en réunion, parce qu'on a dit, mais ces gens-là, qui alimentent la presse, les gens ont fait de gros titres sur la situation du dialogue politique. Donc moi, je suis étonné que vous soyez étonné. Bon, je sais que vous êtes en France pour faire vos thèses. Non, je n'étais même pas en France. Déjà, vous faites une confusion. Je n'étais même pas en France, c'est dangereux. Vous êtes en train de faire une confusion. Ça, c'est une bonne chose. Je dis que non. Non, ça c'est dangereux. Vous parlez de la France, c'est autre chose. Non, c'est ce que je voudrais vous dire. Moi, je pense que la plupart fait raison fuit à toute extrémité. Apaisons le débat. Essayons de voir effectivement l'intérêt du Sénégal dans tout ça. Parce que moi, en parlant, en faisant de la politique, tout acte que je pose, je regarde d'abord le citoyen lambda, je regarde d'abord celui qui n'a pas voix au chapitre, comment il faut faire pour porter sa voix. De deux, ce que je voudrais dire, il n'y aura aucune opposition. Deuxièmement, par rapport au statut de chef de l'opposition, moi personnellement, je suis resté tout à fait quoi. Parce que, à partir de ce cadre-là, c'est la presse. Tant du camp d'Idrissa Seck que du camp du PDS, les gens, effectivement, sont restés très zen. Sonko est en race campagne. Les gens sont restés très zen. Et ils savent, et je sais, que le jeune Sénégalais, c'est quoi? Dans une situation pareille, dans une situation où certains pêcheurs à nos troubles sont capables de rendre une situation apocalyptique de ce pays, les hommes valeureux, ces hommes politiques sénégalais sont capables, à partir d'un raisonnement réfléchi, à partir d'un certain nombre de postulats, de voir effectivement en quoi le chef de l'opposition pourrait être une bouée de sauvetage et en ce faisant, voir exactement qui est la personne la mieux placée pour pouvoir effectivement incarner cette institution et cette autorité. Voilà, merci. Nous allons de toute façon, wait and see, comme disent les Anglais, on verra bien. Peut-être le dialogue poursuit son chemin. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez à votre 17e rencontre hier jeudi. Et jusque-là, donc, il reste encore 4 points ou 5 points sur lesquels on devra s'accorder, notamment le statut du chef de l'opposition. Espérons de toute façon que ce n'est pas un statut qui va diviser l'opposition sénégalaise. Parce que tout simplement, on parle d'un pactole de 2 milliards. Je ne pense pas que ça puisse être une source de division au sein de l'opposition. Maintenant, nous allons aborder la deuxième question de ce débat. Il s'agit donc de cette décision du chef de l'État de supprimer, en tout cas de restreindre le train de vie de l'État à partir de la suppression des lignes téléphoniques et l'attribution de montants allant de 300 000
En tout cas, à 25 000 francs comme son chauffeur. Son chauffeur aura droit à 25 000 francs de téléphone. Les 300 000 sera pour les ministres, certains DG, certains ministres conseillers ont 100 000, certains magistrats 100 000, certains magistrats d'autres auront 50 000. Ça dépendra, vous avez vu la fourchette. Alors, monsieur Dieng, c'est une bonne décision selon vous? Bon, c'est un élément du salaire. C'est ça peut-être qui gêne un peu. C'est une forme d'augmentation de salaire déguisée. Donc, ça c'est... Et les sommes en cause. Parce que 300 000 dans ce pays, c'est quand même... supposé. Pour l'administration, c'est quand même un gros salaire. Si on dit que c'est seulement le téléphone du ministre et du magistrat. Par exemple, en portant l'indemnité d'adjudicature des magistrats à 500 000. C'est pas tous les magistrats. Il disait, oui, mais celui qui n'est pas content dans le droit, il faut aller étudier. Mais vraiment, là, il y a de quoi aller étudier le droit. Parce que maintenant, en plus, il faut rajouter 300 000 francs de téléphone. Bon, moi je veux que les gens soient dans de bonnes conditions. Oui, mais pas tous les magistrats, monsieur. Mais non, ils sont là dans la liste, vous avez vu le décret. Moi, j'ai vu le décret. Il y en a qui vont faire ça. Mais souvent, nous, on tire sur les ministres parce que c'est les hommes politiques. Alors que c'est aussi des acteurs politiques. Moi, je ne suis pas contre que le ministre aussi soit dans de bonnes conditions. Moi, j'étais un acteur politique majeur. Je sais que c'est pas difficile, c'est pas facile de gérer une base. Ça, je sais. Les sollicitations, je sais. Ensuite, moi-même, j'ai été directeur. Mon planton, à l'époque, vous n'avez peut-être pas les moyens des ministres, mais tous les mois, je lui donnais quand même 10 000 francs pour tout le téléphone. Ma secrétaire, je lui donnais 10 000 francs. Il m'entend, il me voit à la télé, il savent si c'est vrai ou pas. Donc, parce que j'estimais que parfois, il doit m'appeler, ou en tout cas, voilà. Donc, je lui donne un filet de 10 000 francs pour qu'il achète quelques cartes de téléphone. Donc, sur le principe de mettre les gens dans des conditions de travail optimales, moi, je suis d'accord. Un commandant de brigade, par exemple, de la gendarmerie, moi, si on doit diminuer son téléphone, moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup avec le téléphone, le renseignement. C'est des gens qui ont besoin de communiquer. Malheureusement, j'en ai connu des gendarmes à l'époque. Malheureusement, je n'ai pas vu. Contrairement à ce que beaucoup de gens savent. Oui, mais vous les avez vus sur la liste. Non, je donne un exemple. J'ai dit, si on leur donnait des moyens de téléphoner, si on devait leur couper le téléphone, je ne serais pas d'accord. D'accord. Parce que je sais qu'ils en ont besoin. Mais quand un élément de salaire du ministre, c'est là moi où je suis. Si le président, je crois que Moustapha Diakhaté a dit, si le président pouvait leur faire Illimix, bon, c'est pour mettre une dose d'humour, quoi. Ça dit 50 000 francs d'Illimix, ça leur fait 100 000. Je pense qu'ils pourront quand même téléphoner pendant quand même couvrir le truc. Mais 100 000 francs, nous, dans la tête du Sénégal, le Sénégal tolle actuellement la situation de chômage, la hantise pays là tel qu'il est actuellement, on dit qu'on a donné 300 000 francs, parce qu'il y a quasiment un élément de salaire, pour moi ça pose problème. Mais c'était des crédits, qui donnent des lignes, tout le monde sait que la présidente donne des lignes, les Warsakhalat, machin, tous les gens qui parlent à longueur de journée dans les Warsakhalat, qui insultent l'opposition, surtout Sonko là, et là on prend des vertes et pas mûres, ces gens tous accrochés au niveau du téléphone dans les Warsakhalat, c'est pas leur argent. On leur a donné des lignes qui viennent de la présidente, tout le monde le sait. On peut me dire que peut-être c'est pas nouveau, mais tout le monde le sait. Pourquoi ces ministres ne veulent pas leur donner des lignes? Moi, je pense que c'est ça, parce qu'il faut qu'ils communiquent. Ils estiment peut-être qu'ils abusent. Mais quand on donne 300 000 francs, pour moi, c'est un élément de salaire. C'est une augmentation de salaire déguisée. Qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom, et je ne suis pas d'accord. Oui, monsieur Dr Diouf, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi d'abord... Est-ce que ce n'est pas exagéré d'augmenter comme ça 300 000 francs, rien que pour des frais de téléphone? Voilà, moi je ne vois pas le problème sous cet angle, parce qu'il y a déjà deux décrets. D'abord, premièrement, pour octroyer effectivement des sommes et proportionnelles par rapport au niveau de responsabilité et par rapport aussi aux personnalités politiques ou bien aux personnalités plus ou moins administratives d'un côté. De l'autre, le problème c'est quoi, Georges, en tant que tel, si nous voulons bien comprendre. Donc, le président Macky Sall s'est rendu compte d'une certaine situation, qu'il y avait des économies d'échelle. Et pour pouvoir régler cette équation droite de budget, P1, Q1, plus P1, Q2, toujours, soit plus ou moins supérieur, qui permettra au comptable de faire le nécessaire. Il a vu que quand même, on perdait 32 milliards. Et avec ce nouvel grille, au minimum, on peut avoir des gains de 10 à 15 milliards. Donc je pense que là, c'est quelque chose. Et déjà, dès le premier conseil des ministres, d'ici avril 2012, le président Macky Sall avait effectivement posé des actes forts. C'est d'abord de voir, en ce qui concerne les salaires de ces DG, qui avec le régime de Wade, parce que moi je suis membre de la CAP, je ne vais pas dire ce régime de Wade, les salaires quand même tournaient autour de 6 à 7 millions.
avec Macky Sall, les salaires tournent aux environs de 3 millions et demi. Là au moins c'est un point. Quel salaire qui tourne? Non, souvent les directeurs généraux, voilà, je parle des directeurs. Des directeurs généraux? De société. Ils touchaient combien, vous dites? Avec Wade, on avait dépassé la barre d'air. Prenons le cas de la RTP avec Thierno Alassane Sall. Non, ça c'est... Je donne un exemple. Moi j'ai des directeurs, j'ai jamais vu ça. Même pas la moitié. Je vous donne un cas patent. Moi je suis clair dans ce que je dis. Thierno Alassane Sall, quand il est venu à la RTP, il a dit, ce salaire-là, il faut le réduire jusqu'à 3 millions. Parce qu'il avait pris un salaire de 6 millions. Bon, j'ai entendu cette histoire. Donc moi, quand je t'avance un argument, je vous donne la preuve palpable. Moi, je ne parle pas pour des choses légères. Toujours te donne quelque chose de palpable. Mieux, par rapport à cette gestion sobre et vertueuse, en 2012, mais malgré ça, vous l'avez mis quand même à la porte, Thierno Alassane. Je vous en prie, là c'est un autre débat. Par rapport à ça, cette gestion vertueuse, quand le président est arrivé et que la fonction publique sénégalaise était infectée, on a procédé à un audit. Infecté de quoi? Ça veut dire qu'en quelque sorte, les gens qui retrouvaient un salaire à la fin du mois et qui n'étaient plus sur le terrain, qui n'étaient plus opérationnels, il y en avait au niveau de la fonction publique. Et les audits l'ont démontré. Peut-être le pourcentage qu'on avait avancé a priori, ce n'est pas le pourcentage qu'on a eu au finish. Mais tout de même, non, je vous en prie, tout de même, ça a été très clair. À partir des audits, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des fonctionnaires fictifs. Là, c'est un acte. Ce que ces gens-là oublient, c'est que sur les 12 ans de pouvoir de Wade, les 8 ans, Macky Sall était responsable au plus haut niveau. C'est comme ici, c'est quelqu'un qui ne connaissait rien de tous ces trucs-là, qui vient qui trouve un pays quasiment en banqueroute, où les gens sont irresponsables. Non, c'est quand vous dites les questions. Le problème entre nous deux, c'est que moi, je ne fais pas de l'idolâtrie. Moi, il n'y a pas ce qu'on appelle l'homme pour Dieu. Qui fait ici de l'idolâtrie? Vous. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Wade, vis-à-vis de moi. Quand vous dites que... Mais vous-même, vous avez dit que Wade de ce côté à débat. Non, ça veut dire que cette idolâtrie-là vous bloque. Mais je dis que même Wade quand il a donné porter l'indemnité à de faire un débat intellectuel. Et c'est ce qui est normal. Laissez les débats. C'est l'idolâtrie qui vous bloque, qui ferme vos yeux et ne vous permet pas de poser le problème de manière dialectique. Non, de manière... Comment on continue? Non, grand Dieu, laissez-moi. Non, de manière dialectique. Tu me connais, tu me parles de l'idolâtrie. Qu'est-ce que j'ai dit ici? C'est pas de l'idolâtrie. Mais est-ce que de faire des erreurs? Oui, dans votre débat, on sent cela. Et là, ça me gêne dans un débat. On ne sent rien. Moi, je suis un intellectuel capable de transcender les problèmes, de le poser de manière dialectique. Et à partir de cette dialectique, de tirer la solution adéquate par rapport au peuple sénégalais. D'où, c'est la raison pour laquelle... C'est dialectique. S'il vous plaît, laissez le terme. Peut-être si vous ignorez ça, je pourrais vous lancer. Alors, professeur, est-ce que je peux vous poser une question? Alors, pour être pragmatique, alors là, augmenter 300 000 francs sur le salaire des députés... C'est ça, il faut rester sur ça? Laissez-moi terminer. Laissez-moi, je vais poser la question. Est-ce que vous ne craignez pas que dès l'ouverture des classes, les enseignants se mettent à demander aussi les lignes téléphoniques pour augmenter le salaire? Non. Bien sûr. Non, attendez. La question est tout autre. Parce que d'abord, ce n'est pas parce qu'on a augmenté 300 000 ou 100 000 ou 200 000 qu'effectivement, d'autres corps réclament tel et tel. Ça veut dire que ce qu'on a donné... Ça, là, ce que vous dites là, ça n'engage que vous. Non, bien sûr. Oui. Parce que je ne saurais dire quelque chose qui engage l'écrasante majorité des 5 ans. Mais j'arrive à travers mon idiosyncrasie de poser les problèmes tels que je les conçois et que généralement pourraient être effectivement partagés par le Sénégal et lambda. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que par rapport aux 32 milliards, l'État arrive aujourd'hui à se faire des économies d'échelle de 12 à 15 milliards, je vous dis que ça vaut la peine. Parce que quand le Sénégal est lambda, parce qu'il y a un certain formatage qui est devenu aujourd'hui une mentalité privilégiée ou bien moyenâgeuse dans certains milieux, c'est de dire lui, allez le bourg là, donc allez le bourg, il faudra s'en jouir. Mais à partir de cela, on arrive à régler effectivement un certain nombre de problèmes. Imaginez-vous une chose. Avec l'arrivée du président Macky Sall, dans certains établissements scolaires, collèges ou lycées, on avait réduit presque le budget de moitié. Mais avec des informations claires, nous avons vu que le système de l'internat a prononcé son horizon funèbre depuis 1981. Et avec le système de l'internat, à ce moment-là, il y avait un véhicule qui ravitaillait effectivement les dortoirs ou bien les inter qui étaient là-bas. Et malgré la suppression de l'internat, jusqu'à l'avènement du président Macky Sall, les gens l'ont connu d'avoir des bons d'essence. C'est après que les gens se sont rendus compte. C'est là où il y a des problèmes avec notre Oui, parce que dit, Macky Sall qui a été ici, conseiller spécial de Abdoulaye Wade, directeur machin Petrosen, ministre de Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ne connaît rien de tout ce qu'il vient de dire. Non.
non grand laissez-le terminer. Professeur, laissez-le terminer. Oui, allez-y. da ngay déglu sur les 12 ans de Abdoulaye Wade. Macky Sall 8 ans li mu fa am ñun ñu sax amuñu genn wàll. te li ngeen wax ne moom wax la wu leen ko. il assume. Comment tu peux gérer un pays pendant 7 ans, tu te rends compte que les gens téléphonent trop et que maintenant, vraiment, c'est une prouesse majeure, vraiment un président rare qui a su la pertinence de diminuer, économiser 15 milliards de machins. C'est comme les véhicules. Qui a demandé d'acheter 300 milliards de véhicules? Nous l'avons encore. C'est lui qui a acheté ces véhicules. Donc, il s'est rendu compte que l'immobilier ne va pas. En 12 ans, il a acheté... Oui, il faut se rectifier. Il vaut mieux tard que jamais. Il a vu que Dakar, personne ne peut plus circuler. Parce que d'abord, les voitures, il les a portées de 5 ans à 8 ans. Tout le monde a une voiture. C'est comme au cinéma, hein? Tout le monde a une voiture, personne ne circule. Moi, j'étais obligé de venir en taxi. Tout le monde a une voiture au Sénégal, mais personne ne peut circuler. Parce que c'est comme au cinéma, si tout le monde est debout, personne ne voit. En plus, il nous déverse 300 milliards de véhicules. Dès qu'il y a quelqu'un qui de moto. Lui-même fait son propre diagnostic. Il dit, mais auto c'est pas possible. Et il nous dit, oui, il faut qu'on diminue parce que c'est trop. On va le féliciter pour ça. L'idolâtrie, c'est ça. Bon, c'est pas moi qui étais professeur d'espagnol, peut-être que le français là. Mais c'est ça l'idolâtrie. C'est pas moi ce que je fais. Moi, je n'ai pas de leader. La preuve, je ne suis pas PDS. Voilà. Je suis arc-en-ciel. Je suis mon propre leader. Merci. Donc, c'est un homme libre. Le technicien me signale. Voilà. Ce qui est dangereux. Oui, le technicien me signale. Ce qui est dangereux, il dit qu'il n'y a pas de PDS. Moi qui habite dans le même cabinet que vous, avec arc-en-ciel, quand vous prenez tous les jeunes de Gouy, Sombel, de Kersek, là où j'ai eu à faire 40 ans, vous osez me dire que vous n'êtes pas de PDS. Ça, ce n'est pas le PDS, c'est arc-en-ciel. C'est parce que vous étiez derrière Abdoulaye Wade pour pouvoir créer un soutien dans le seul but d'être conforté au niveau, effectivement, de poste de questeur au niveau du Sénat. Je ne suis pas été questeur. Merci. J'étais directeur du Trésor. Et malheureusement, je suis très désolé. Vous êtes une directeur du Trésor du Sénat. Heureusement que l'alternance est arrivée, raison pour laquelle vraiment il y a un certain personnel politique qu'il fallait abréger pour que le Sénégal puisse vivre de l'endemain. Merci. On signale que le temps que j'étais imparti est terminé, le débat était passionnant. Merci donc à mes invités. J'avais donc le plaisir de recevoir monsieur Mamadou Cheikh Mamadou Dieng. Il est donc le président du mouvement Arc-en-Ciel. Donc membre donc de l'opposition sénégalaise. Et fans de Abdoulaye Wade. Voilà, merci. Merci Abdoulaye Diouf Sarr, donc président. Non, pas Sarr, je vous en prie. Abdoulaye Diouf, parce que vous parlez trop, finalement, vous faites connaître une erreur. Abdoulaye Diouf, donc secrétaire général de la CPJE, Naïler, donc membre de Benno Bokk Yakaar. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Ndiaye, Cheikh Tidiane Diop, Issakh Ndiaye et Sen Keita. Merci à l'équipe technique. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV.